le personnage clé de la pensée de ce soir, qui s'appelle Baruch Spinoza, ou Benoît Spinoza, ou Benedictus Spinoza, a été l'objet dans le monde juif d'une controverse qui dure jusqu'à nos jours. Et il n'est pas inutile de dire que l'école des pensées juives d'expression française a été profondément divisée sur l'œuvre, sur la pensée de Spinoza, ce juif d'origine marane, d'origine portugaise, né à Amsterdam, qui par la suite a été expulsé, d'autres diront excommunié, même si le mot ne correspond pas vraiment, de la communauté juive d'Amsterdam et qui est devenu un des plus grands philosophes de tous les temps et, comme nous le verrons maintenant aussi, un théoricien de la problématique de la vie. Quelques mots simplement pour vous montrer que cette controverse a existé. Ce n'est pas le thème de ce soir, mais ça vous donne une idée de la richesse de la discussion autour de la vie et l'œuvre de Spinoza. Jacob Gordin, qui a été le maître, le père fondateur de ce courant de pensée juive d'expression française, de l'école d'Orsay, écrivait avant la Seconde Guerre mondiale, en 1935. Cet homme qui a rejeté sa propre religion, qui a rendu méprisable son propre peuple, selon les paroles du philosophe allemand Hermann Cohen. Cet homme qui a trahi et qui a commis une trahison humainement incompréhensible. C'est pas moi, hein. Non. Le venin de son ironie démoniaque a empoisonné non seulement la civilisation européenne, mais aussi ce qui a son importance, notre état moral. Rien que cela. Et Emmanuel Levinas, au lendemain de la guerre, écrit dans un article qui par la suite sera reproduit dans son livre « Difficile liberté » que l'influence de Spinoza a été délétère, a intoxiqué, a empoisonné la conscience juive contemporaine. Voilà une pensée qui vient des deux juifs installés en France, qui font partie de l'émigration juive russe. Je vais vous citer un troisième, qui fait lui aussi partie de cette émigration russe, Léon Poliakov, le grand historien de l'antisémitisme, incontestablement le plus grand historien du racisme et de l'antisémitisme à l'époque moderne. Léon Poliakov essaye de montrer les deux aspects de l'œuvre de Spinoza. Et il lance une accusation gravissime. Il écrit « Il est peu d'esprits illustres auxquels la postérité, surtout en Allemagne, est vouée un tel culte à l'homme qui a poli les lunettes à travers lesquelles l'âge moderne se contemple. » Allusion, vous le voyez bien, au fait que Spinoza, qui n'a jamais été professeur d'université, a gagné sa vie comme lunetier. Il a refusé un poste. Et qui a refusé un poste. Donc, mais vous voyez bien, cette phrase traduit bien l'importance du personnage dans le monde européen. Mais que se passe-t-il par ailleurs? Quelle vision du judaïsme transmet-il à ce monde européen? Et Poliakov ajoute, il est né très peu d'hommes dans l'histoire des idées qui aient autant contribué, et écoutez cette phrase, autant contribué à légitimer l'antisémitisme métaphysique pour des générations de penseurs et de théologiens. Venant d'un homme très pondéré comme Léon Poliakov, qui ne distribue pas si facilement que cela ni des compliments ni des critiques, c'est dire donc qu'une accusation sévérissime est lancée contre Spinoza. Accusation
qui est loin d'être partagé par tout le monde dans le judaïsme contemporain. Car il y a un parti spinoziste. Et si le professeur Atlan me permet, je dirais un petit souvenir de ma jeunesse à Buenos Aires. Il y avait un théâtre juif qui fonctionnait en yiddish et en espagnol. Et il y avait une pièce de théâtre tout à fait dans l'esprit de la Scala sur Spinoza, où on voyait évidemment un juif fanatique armé d'un poignard cherchant à assassiner Spinoza. C'est dire qu'il y avait, même en Europe de l'Est, une véritable admiration pour cet homme qui n'était pas à proprement parler un Européen de l'Est, puisqu'il était d'origine portugaise. Et David Ben-Gurion, au lendemain de la proclamation de l'État d'Israël, va lancer une idée. Il était à l'époque Premier ministre. Il dit qu'il faut que les autorités rabbiniques lèvent le cherem, l'excommunication lancée à Amsterdam contre Spinoza. Ben-Gurion, qui s'est toujours déclaré spinoziste, il n'était pas le seul. Parce que Albert Einstein, que tout le monde considère comme le plus grand savant juif du XXe siècle, répondait à une question d'un journal américain. Est-ce que vous croyez en Dieu? Et il répondait, je crois au Dieu de Spinoza, un Dieu qui n'intervient pas dans la vie des hommes. Donc, cela voudrait dire qu'Einstein ne pratiquait pas un athéisme banal, matérialiste, mais qui refusait aussi la théologie biblique, car le Dieu de Spinoza n'est absolument pas le Dieu de la Bible. Mais ni Ben-Gurion ni Einstein n'ont été donc des philosophes spinozistes. Mais s'il existe, et il existe en France, puisque nous avons lancé en 2005 l'Institut Elie Wiesel, et le professeur Atlan se rappelle, un des tout premiers cours qui ont été proposés ici, c'était celle du professeur Robert Mizrahi sur Spinoza. Mizrahi qui écrit à mes yeux, Spinoza reste l'image exceptionnelle de l'homme juif, à la fois inscrit dans son histoire et soucieux de la dépasser vers une sagesse de bonheur universellement valable et applicable. Albert Memmi va plus loin et il dira, en commentant la double leçon de Freud, que ce soit Herzl, fondateur de l'État d'Israël actuel, ou Spinoza, dont la position a été voilée par la haine des dévots. Ah, c'est sérieux comme accusation. Au fond, ces hommes ont toujours tous fait la même proposition. Il faut briser les vieux troncs pour en voir surgir de nouveaux bourgeons. C'est d'abord en refusant le judaïsme qu'on assume le mieux sa judéité. Voici donc une interprétation très personnelle. Et vous me direz que tout cela n'a pas grand-chose à voir avec la leçon de ce soir. Et vous aurez raison. Car la leçon de ce soir ne traite pas de cette controverse qui a divisé les Juifs, y compris dans les petites bourgades de Transylvanie, où on ne s'occupait pas que de Dracula, on s'occupait aussi de Spinoza. Avec Henri Atlan, professeur à la faculté de médecine à Paris et à Jérusalem, Henri Atlan qui était membre du Comité national consultatif des sciences de la vie et de la santé, qui est un savant reconnu dans les sciences médicales, il ne s'agit pas d'apporter de l'eau au moulin des avocats ou des détracteurs de cette controverse. Il s'agit de réfléchir
à la vision spinoziste de l'homme dans le monde, c'est-à-dire à ce qu'aujourd'hui on appelle, d'un nom qui n'existait pas à l'époque de Spinoza, la biologie, la théorie de la vie qui est au cœur précisément de la recherche d'Atlan depuis de nombreuses années. La vie et la mort, la santé et la maladie, le conscient et l'inconscient, la raison et la passion, l'intelligence et l'émotion, le corps et l'âme, la liberté et le déterminisme, ce sont des concepts qui fondent une vision de la vie dans sa complexité. Et Henri Atlan propose de relire Spinoza pour trouver des fondements d'une pensée contemporaine sur la vie dans toute sa complexité. Alors, pour un thème si complexe, laissons à Henri Atlan le soin de nous éclairer sur cette exploration du continent spinozien. Monsieur Atlan, parole est à vous. Bon, eh bien, je vous remercie. J'espère que vous ne serez pas trop déçus parce que comme le professeur Roski vous l'a dit, eh bien, je ne dirai pratiquement pas du tout, je ne dirai aucun mot de judaïsme tout simplement ce soir, dans la mesure où, et évidemment pas de cette controverse dont on vous a parlé, dans la mesure où je vais me contenter, comme je l'ai fait dans ce livre, enfin qu'on vous a... Oui, vous m'entendez là quand même? Non? Voilà. À la limite, c'est plus bas, mais on vous entendra mieux. D'accord. Donc, je vous disais que je ne vous dirai aucun mot de judaïsme ce soir, dans la mesure où le Spinoza dont je vais parler, c'est l'auteur de le livre intitulé L'éthique, dans lequel il expose ce qu'il appelle lui-même sa philosophie ou sa doctrine, et qui est tout à fait différent. Enfin, là aussi, il peut y avoir une controverse sur les relations entre les différentes parties de son œuvre. Mais en tout cas, l'éthique, c'est ce qu'il appelle sa philosophie, exposée sur un mode dit géométrique, c'est-à-dire par une série d'axiomes, de postulats, de démonstrations, de propositions, etc. Et sur un modèle donc mathématique, avec une aspiration à ce qu'il appelle lui-même l'éternité, c'est-à-dire l'intemporel. C'est-à-dire l'éternité n'étant pas pour lui la vie après la mort, mais tout simplement l'expérience de choses qui sont hors du temps. Or, les vérités mathématiques sont ce que les anciens philosophes appelaient les vérités éternelles, dans la mesure où, en effet, elles sont hors du temps. Donc déjà, pour anticiper un peu sur des aspects de sa philosophie, quand il dit que nous sentons et nous expérimentons tous que nous sommes éternels, phrase qui a donné lieu à des tonnes et des tonnes de commentaires en disant donc ça veut dire que bien qu'il ne croit pas à la vie après la mort, ben, quand il dit ça, il est mystique, etc. C'est pas du tout. Quand il dit ça, il dit tout simplement que quand nous découvrons une vérité mathématique, eh bien, nous sommes éternels. Au moment même où nous le faisons, parce que nous participons en effet d'une vérité éternelle. Autrement dit, si je vous dis que 2 et 2 font 4, qui n'est pas une grande découverte, mais enfin quand même, eh bien, je suis d'une certaine façon un peu éternel. Bon, alors donc, et dans cette œuvre, l'éthique, eh bien, donc, est une œuvre qui est autoconsistante, c'est-à-dire qui doit se comprendre par elle-même et pour elle-même. Alors c'est vrai qu'évidemment, il a écrit autre chose. Et en plus, il a eu le malheur, ou le bonheur pour lui d'ailleurs, ça aussi c'est une question, d'être exclu de la communauté juive d'Amsterdam. Alors déjà, pour essayer de couper court, si vous voulez, il y a quand même 2 choses qu'il faut dire. Premièrement, les accusations qui ont été faites contre lui du fait que dans son livre, le traité théologico-politique, en effet, alors, eh bien, il prend parti contre les interprétations littérales de la Bible, qu'il attribue évidemment à une certaine partie de la tradition rabbinique, dont il se moque profondément.
Et c'est vrai, alors, et à cause de ça, il a été accusé, comme on l'a dit, de semer en quelque sorte les graines de l'antisémitisme moderne, si l'on peut dire. Bon, ça, bon, pour ceux que ça intéresse, enfin, je me suis quand même un peu intéressé à cet aspect de la question, mais pas ici. Et pour ceux que ça intéresse, ça se trouve dans le 2e tome d'un livre que j'ai publié il y a pas mal de temps qui s'appelle « Les étincelles de hasard ». Mais bon, ceci dit, il faut aussi se dire une autre chose extrêmement importante. Quand les raisons de son exclusion de la communauté d'Amsterdam sont extrêmement complexes. Et ce qui est absolument certain, c'est que c'est absolument pas pour sa philosophie qu'il a été exclu, pour la bonne raison qu'il a été exclu quand il avait 25 ans, qu'il n'avait encore jamais fait aucune philosophie. Il était membre de la communauté d'Amsterdam, il avait été élevé au Talmud Torah, il connaissait très bien la Bible et les philosophes juifs du Moyen-Âge, un peu de Talmud, pas beaucoup, mais un peu. Et c'est à ce moment-là qu'il a été exclu, pour des raisons essentiellement civiles, si l'on peut dire, par ce qu'on appelle le Mahamad, qui étaient les notables qui dirigeaient la communauté juive d'Amsterdam, dans un contexte où on était exclu de cette communauté, tout simplement, quand on apparaissait comme un trouble à l'ordre public, y compris à l'ordre public de la communauté. C'est ainsi que cette communauté a exclu son propre rabbin, donc a mis en kherem son rabbin pendant 24 heures, parce que, pour des raisons internes, pour ceux que ça intéresse, sur la vie de la famille de Spinoza lui-même, et de les gens qu'il a fréquentés quand il a été exclu, et qu'il a commencé à ce moment-là à étudier la philosophie, à apprendre le latin, parce qu'à ce moment-là, pour être philosophe, il fallait apprendre à lire et à écrire en latin, ce qu'il a fait. Il s'est mis à enseigner la philosophie de Descartes à ce moment-là, ce qui n'était pas non plus de tout repos, parce que bien que les Pays-Bas aient été la seule démocratie en Europe à cette époque-là, eh bien malgré tout, c'était sous le contrôle de l'Église calviniste, et il fallait faire très attention. Et Descartes lui-même a eu quelques petits ennuis, et encore plus ses disciples dits cartésiens. Bon. Alors, pour ceux que ça intéresse, je vous recommande un livre qui est extraordinaire, qui est en plus plein d'humour, qui vous raconte tout ça, écrit par un historien qui a fouillé dans toutes les archives, y compris d'Amsterdam, de la mairie, de la communauté, tout ce que vous voulez, et qui vous décrit la vie quotidienne, en quelque sorte, depuis la naissance de Spinoza jusqu'à sa mort, dans le milieu dans lequel il se trouvait. Et comme vous verrez, bon, c'est un livre qui repose sur des documents très précis. Et puis, comme il y a des trous dans ces documents, eh bien, cet auteur-là, qui est lui-même un philosophe spinoziste, auteur d'ailleurs d'une excellente traduction de la correspondance de Spinoza, qui est un des livres aussi qu'il est important, là pour le coup, de lire, parce que là, il y explique un certain nombre des notions de sa philosophie. Eh bien, cet auteur-là, qui s'appelle Maxime Rovère, donc a écrit un livre d'histoire, mais aussi un peu de fiction, parce qu'il s'amuse à boucher les trous, en imaginant comment boucher les trous des archives. Et ce livre s'appelle « Le clan Spinoza ». Voilà. Alors, ceci dit, maintenant, vous risquez peut-être d'être un petit peu déçu, dans la mesure où ce que je vais vous dire est un peu, et même peut-être peut sembler exotique, dans la mesure où j'essaye de montrer que, eh bien, il existe une relation féconde entre l'étude de l'éthique de Spinoza et pas le reste, le traité. Le reste, d'ailleurs, est encore très valable et sûrement très important, surtout maintenant, bien que, comme je vous l'ai dit, c'est un livre, le traité théologico-politique est un livre, évidemment, qui n'est pas purement philosophique. C'est un livre un peu polémique, mais surtout qui est enraciné dans la culture de son temps, qui était l'époque des guerres de religion. Et donc, il a gardé encore une part d'actualité. C'est aussi un des introducteurs à l'étude critique du texte biblique. Et il a gardé évidemment une actualité, peut-être encore plus maintenant, à ceux qui s'intéressent à l'histoire des religions et à la philosophie politique. Mais ce dont je vais vous parler, c'est de montrer qu'il peut y avoir une relation entre la philosophie de Spinoza, c'est-à-dire ce qu'on étudie dans l'éthique, et puis des problèmes philosophiques qui se posent aujourd'hui dans le contexte des découvertes
de la biologie et des neurosciences cognitives au XXe siècle et au début du XXIe. Parce qu'il se trouve que la biologie, au XXe siècle, a subi 2 révolutions majeures, dont vous avez tous entendu parler, évidemment. D'une part, celle de la génétique moléculaire dans les années 60, et puis celle de l'épigénétique, qui est peut-être moins connue, et celle de la biocomplexité à la fin du XXe siècle. Et tout cela poursuivi actuellement par l'éclosion et l'explosion même des neurosciences cognitives. Alors pendant des siècles, la vie et la pensée étaient considérées comme des propriétés de certains êtres supposés différents de simples corps matériels. Et l'âme était justement ce qui faisait toute la différence, d'où l'expression inanimé, c'est-à-dire sans âme, qui est encore utilisée pour désigner un corps non vivant. Et les propriétés cognitives des êtres vivants étaient évidemment attribuées à l'activité de l'âme, c'est-à-dire d'un esprit non matériel, habitant le corps et permettant à un être humain, et aussi dans une certaine mesure à un animal, non seulement de vivre, mais encore de sentir, de connaître et de penser. Et aujourd'hui, la biologie et les sciences cognitives ont donc établi une sorte de continuité entre le vivant et le non-vivant, entre des êtres vivants conscients et des êtres vivants sans conscience, tous étant faits de la même substance matérielle, organisée de différentes façons. Alors sentir, connaître, penser, vouloir, comme nous en faisons l'expérience à l'intérieur de nous-mêmes et puis aussi dans le cours des communications interhumaines, ce sont des activités de corps humains. Alors certes, nous reconnaissons toujours qu'il y a des différences évidentes entre des êtres vivants et non vivants. Une fois que je parlais de ça il y a très longtemps avec Emmanuel Levinas, il était très curieux de cela et l'appréciait à sa façon, mais il me répondit avec son humour habituel, « Tout ça est très beau, mais quand on est mort, on est mort. » Bon, évidemment, il avait raison, mais ce n'est pas de ça exactement dont il s'agit. Et de même, on perçoit des différences évidentes aussi entre des êtres conscients et inconscients, mais nous reconnaissons en même temps qu'il existe une unité substantielle entre tous ces corps, et même une unité historique si on considère les processus de l'évolution, tant l'évolution prébiotique aux origines de la vie que l'évolution biologique proprement dite, qui a produit l'apparition de l'espèce humaine à la suite des différentes espèces. Les propriétés des êtres vivants, c'est-à-dire le métabolisme et puis l'autoreproduction de systèmes ouverts, ont émergé de la chimie du carbone. Quant aux propriétés de connaissance, de conscience et de compréhension, elles ont émergé d'organisations cellulaires. C'est ainsi qu'un assemblage de molécules peut, dans certaines conditions, s'auto-organiser et présenter des propriétés du vivant, bien qu'aucune des molécules qui le constituent ne soit elle-même vivante. Et de la même façon, un assemblage de cellules, notamment des neurones, peut s'auto-organiser et présenter des propriétés cognitives, bien qu'aucun des neurones ne connaisse ni ne comprenne quoi que ce soit. Alors ceci implique que nous n'avons plus besoin d'accepter la vision traditionnelle d'une barrière absolue qui crée une grande division entre des corps purement matériels d'un côté et des corps vivants et connaissants animés par une âme immatérielle de l'autre. Nous n'avons plus besoin de ça. Mais cela n'est pas si facile parce que précisément le poids de la tradition est tel que l'idée que nous nous sommes faites de l'homme depuis des siècles repose justement sur cette grande division. Alors ceci est à l'origine d'un phénomène qui n'a fait que s'aggraver, si on peut dire,
avec les progrès de la science moderne, c'est-à-dire celle qui a commencé vraiment il y a 3 siècles, d'abord au XVIe et au XVIIe siècle, eh bien, ceci se traduit par un fossé de plus en plus profond qu'un chimiste et écrivain qui s'appelait Charles Snow décrivait déjà dans les années 50 entre ce qu'il appelait les 2 cultures. La culture des sciences de la nature et celle des humanités en général. Et sur un plan philosophique, ce fossé se manifeste par 2 attitudes extrêmes et symétriques, une matérialiste et une autre idéaliste. Pour le matérialiste, tout se réduit à la matière, au corps. Pour l'idéaliste, tout se réduit à la pensée, à l'esprit, éventuellement par l'intermédiaire du logos ou du verbe créateur, etc. Chacune de ces attitudes revendique évidemment une forme de réductionnisme. Le matérialiste réduit tout à la matière, l'idéaliste réduit tout à la pensée ou à l'esprit. Alors d'un côté, les succès de la biologie sont dus à son réductionnisme, au moins 2 méthodes, un réductionnisme à la physique, en quelque sorte, donc à la matière, qui met entre parenthèses les expériences spontanées de la vie et de la conscience, tant qu'on ne peut pas les étudier par des méthodes physiques. Or, la biologie du XXe siècle, comme vous le savez, a fait des progrès énormes dans cette étude physique des mécanismes du vivant. À tel point qu'un des premiers biochimistes au début du XXe siècle, qui s'appelait Szent-Györgyi, disait « La vie n'existe pas, je l'ai cherchée dans mon laboratoire et je ne l'ai pas trouvée. » Alors, ça ne veut pas dire... François Jacob, un peu plus tard, le disait autrement. On n'interroge plus la vie dans les laboratoires, c'est aux algorithmes du vivant que nous nous intéressons. Alors, ça ne veut pas dire que ni Szent-Györgyi ni François Jacob n'auraient pas été d'accord avec Emmanuel Levinas en disant que quand on est mort, on est mort. Mais ce qu'il voulait dire par là, c'était que la vie n'est plus l'objet des sciences biologiques. Et que même si les sciences biologiques continuent d'être appelées sciences de la vie, en réalité, la nature de la vie n'est pas leur objet. Ce qui est leur objet, c'est l'étude des mécanismes par lesquels les organismes sont structurés, fonctionnent, se reproduisent, etc. Mécanismes qui sont tous supposés et découverts de plus en plus être des mécanismes purement physiques et chimiques. Mais d'un autre côté, toujours d'un point de vue méthodologique, ce réductionnisme donc forcément physicaliste des sciences de la nature, donc de la biologie, qui conduit évidemment à telle ou telle forme de matérialisme, eh bien, il est symétrique d'un autre réductionnisme qui, lui, est idéaliste. Et là, alors, c'est la conscience et l'intentionnalité comme donneuse de sens qui constituent le fondement et le premier moment de la démarche phénoménologique. En appliquant le doute méthodique à la Descartes et donc la primauté de son cogito, je pense, on commence là aussi à mettre entre parenthèses quelque chose. Mais cette fois, ce qui est mis entre parenthèses, c'est tout ce qui n'est pas justement l'expérience vécue des courants de conscience. C'est la fameuse réduction phénoménologique qui met entre parenthèses ce que Husserl appelle l'attitude naturaliste, c'est-à-dire en fait les sciences de la nature. Il les met entre parenthèses jusqu'à ce que sa philosophie idéaliste soit capable de fonder l'existence et la nature des sciences de la nature. Les fonder justement de telle sorte de les réduire en quelque sorte à la pensée. Alors évidemment, aucune de ces réductions ne se justifie concrètement. Mais chacune d'entre elles promet de retrouver plus tard ce qu'elle a mis entre parenthèses. C'est-à-dire, quand elle aura abouti, eh bien,
Elle aura retrouvé, elle aura fondé ce qu'elle a mis entre parenthèses. Et évidemment, ni l'une ni l'autre, pour l'instant en tout cas, ne tient sa promesse. Alors, pour trouver une philosophie capable de penser cette symétrie entre, d'une part, réduction physico-chimique de la conscience, et d'autre part, réduction phénoménologique de la physico-chimie, eh bien, nous pouvons nous tourner vers Spinoza, avec l'anthropologie justement de son éthique, en réfléchissant notamment aux implications d'un programme de recherche actuel dit de naturalisation de l'esprit, par lequel la nature humaine est réintégrée à la nature. L'homme n'est plus, comme dit Spinoza de façon ironique, un empire dans un empire, mais sans perdre pour autant sa spécificité. Ce programme de recherche, donc de naturalisation de l'esprit, reçoit actuellement une forte impulsion du développement des neurosciences cognitives. Alors, pour essayer de voir en quoi est-ce que l'éthique de Spinoza peut apporter quelque chose dans ce domaine, il faut d'abord commencer par surmonter, et ça je le reconnais, ça n'est pas très facile, il faut surmonter quelques difficultés de compréhension intrinsèques à la philosophie de Spinoza. Bon, on peut faire une liste de ces difficultés. Un langage souvent anachronique emprunté à la scolastique en latin par-dessus le marché. Un seul ouvrage, donc l'éthique, évidemment, donc rédigé avec cette forme géométrique. Et puis surtout, une fois qu'on peut finalement surmonter un petit peu ces difficultés à l'aide de traductions, à l'aide aussi de commentaires, etc., eh bien, ce qui est surtout frappant, et qui est alors une énorme difficulté sur le fond, c'est le caractère souvent contre-intuitif sur lequel nous allons revenir, donc apparemment paradoxal, de solutions à des problèmes éternels de la philosophie, tels que celui des finalités de la nature, des rapports du corps et de l'esprit, de la liberté et du déterminisme, de la vérité et de l'erreur, etc. Et la solution que donne Spinoza à ces problèmes-là consiste souvent à faire disparaître le problème purement et simplement en le tranchant comme un nœud gordien, après l'avoir posé de façon telle qu'il apparaît avec évidence comme un faux problème. Alors ces difficultés expliquent probablement qu'en dehors de spécialistes relativement peu nombreux qui ont consacré une grande part de leur travail à étudier l'éthique pour elle-même, eh bien cette philosophie est le plus souvent mal comprise et réduite à, surtout maintenant d'ailleurs, parce que tout à coup il y a une mode qui est arrivée, à quelques slogans et citations comme l'effort pour persévérer dans l'être, comme Dieu, c'est-à-dire la nature, et puis maintenant les passions tristes, tout à coup, qu'on rencontre dans les journaux. Bon. Alors, bon, comme je vous l'ai dit, c'est dans l'éthique que se trouve sa philosophie, et une place à part, comme j'ai essayé de vous le dire aussi, doit être accordée à la correspondance, qui permet de rétablir une certaine unité dans l'ensemble de l'œuvre. Elle permet en effet d'éclairer quelques notions difficiles de sa philosophie, qui déconcertaient d'ailleurs ses correspondants, dont certains parfois étaient ses amis ou même ses disciples, de la même façon qu'il déconcerte encore les lecteurs actuels. Donc on y trouve dans cette correspondance des questions qui gardent encore avec leurs réponses toute leur actualité et qui sont accompagnées, ce qui ne gâte rien, par un certain humour, pas toujours volontaire d'ailleurs de la part de Spinoza. D'autre part, maintenant, lire l'éthique de Spinoza à travers ce que nous apprend la biologie contemporaine peut évidemment sembler complètement incongru, étant donné les 3 siècles qui les séparent. Il faut réaliser quand même qu'au XVIIe siècle, le microscope venait à peine d'être découvert, la structure cellulaire des organismes n'était pas encore connue et certainement pas établie. Et donc, Spinoza ne pouvait évidemment pas avoir la moindre idée de ce que serait 300 ans plus tard, donc une science des corps vivants, en effet, qui est devenue entre-temps ce qu'on appelle la biologie. Et il le cite lui-même, d'une certaine façon. Il le prévoit lorsqu'il écrit « Personne jusqu'à présent n'a déterminé ce que peut faire le corps par les seules lois de la nature,
en tant qu'on la considère comme corporelle. Il n'est donc pas question de voir en lui un précurseur de la biologie actuelle, ni évidemment de la physique. Mais il comptait sur les progrès de l'usage de la raison dans la science à venir, pour combler, ne serait-ce qu'en partie, cette ignorance qu'il constatait pour le moment, comme il disait. Mais par sa philosophie, et sans avoir fourni lui-même, et ça c'est assez remarquable, sans avoir fourni lui-même de contribution particulière à la science moderne qui était alors à ses débuts, contrairement à d'autres philosophes de l'époque, comme Descartes par exemple, qui a fait une physique dont certains éléments sont encore valables aujourd'hui, pas tous, d'autres qui ont été réfutés, ou évidemment Pascal, ou évidemment encore mieux, si j'ose dire, Leibniz, dont la découverte du calcul différentiel et intégral, parallèlement plus ou moins avec Newton, continue à être utilisée tous les jours, si vous voulez, dans les laboratoires de physique. Eh bien, contrairement à ces auteurs, lui, Spinoza, n'a fourni aucune contribution directe, si vous voulez, à la science de l'époque. Mais par sa philosophie, il tentait de démystifier les préjugés et les illusions qui étaient autant d'obstacles à cette progression, parmi lesquels, et c'est ça qui est intéressant aussi, comme on va le voir, certains de ces préjugés sont encore loin d'avoir disparu aujourd'hui. Car il était témoin, avec les auteurs classiques, notamment Descartes, et à la suite de Galilée, de la révolution copernicienne, il était témoin de cette révolution à l'origine de la science nouvelle qui découvrait des causes mécaniques aux phénomènes naturels, exprimées autant que possible en langage mathématique. C'est pourquoi l'étude de l'éthique pour elle-même, en suivant sa progression, sans a priori métaphysique ou idéologique, peut apporter à la philosophie des sciences une contribution originale et pertinente, plus importante, de ces mêmes philosophes de l'ère classique et d'autres plus récents d'ailleurs, et même de philosophes contemporains. Mais en retour, et c'est au moins aussi important, il existe une espèce de va-et-vient en ce que les acquis actuels des sciences physiques et biologiques, notamment des neurosciences cognitives, permettent alors donc en retour de porter un nouveau regard sur certaines notions propres à la doctrine de l'éthique, telles que par exemple ce qu'on a appelé de façon inappropriée sa petite physique, sur laquelle je vais dire un mot tout à l'heure, la nature cause de soi, la notion de matière, l'essence des choses, les genres de connaissances, toutes notions qui, dans l'éthique de Spinoza, sont tout à fait particulières, mais qui acquièrent, du fait justement des acquis actuels des sciences, un surcroît d'actualité. Alors, je vais me contenter ici de vous donner quelques exemples de cette actualité telle qu'elle apparaît à travers et malgré le langage parfois évidemment désuet du latin de notre auteur, mais un premier exemple qui est assez déterminant va servir d'introduction en quelque sorte, en ce qu'il est rédigé dans un langage quand même plus facile, parce qu'il fait partie non pas d'une série de propositions et de démonstrations, mais d'un appendice de la première partie. Alors pour ça, eh bien, j'ai préparé un certain nombre de projections qui, j'espère, rendront moins rébarbatif la lecture de quelques citations quand même de l'éthique de Spinoza. Alors voilà ce premier exemple, qui est la condamnation dans l'appendice de la première partie de l'éthique de ce qu'il appelle l'invétéré préjugé des causes finales. Tous les préjugés... Ah ben, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ça ne marche pas? Ah ben alors là...
Voilà, l'intérêt préjugé des causes finales. Donc voilà ce qu'il écrit. Tous les préjugés que j'entreprends de dénoncer ici dépendent de cela seul que les hommes supposent communément, que toutes les choses naturelles agissent en vue d'une fin, et vont même jusqu'à tenir pour certain que Dieu lui-même règle tout en vue d'une fin précise. Et il continue. Quand ils voient la structure du corps humain, des yeux pour voir, des dents pour mâcher, ils sont stupéfaits. Et de ce qu'ils ignorent les causes de tant d'art, ils concluent que ce n'est pas un art mécanique qu'il a fabriqué, mais un art divin ou surnaturel, et constitué de telle manière qu'aucune partie n'en lèse une autre. Alors il faut relever quand même l'exemple qu'il donne, des yeux pour voir, des dents pour mâcher. C'est quelque chose qui pour lui est un de ces préjugés justement qu'il faut dépasser, qu'il faut surmonter, alors que jusqu'à aujourd'hui, ça semble absolument évident à presque tout le monde, je ne dis pas tout, et encore plus peut-être à ceux qui n'ont pas étudié enfin, la philosophie du développement et des choses comme ça, qu'en effet, les yeux ont été faits pour voir et les dents pour mâcher. Parce que sinon, comment expliquer que les yeux voient et que les dents mâchent? Eh bien, à l'époque, Leibniz, qui était à la fois un admirateur et aussi un violent critique de la philosophie de Spinoza, se moquait justement de ceux dont il disait que ces philosophes qui pensent que les yeux n'ont pas été faits pour voir. Et parce que pour Leibniz, en effet, il était évident qu'il existait une finalité dans la nature, et il avait imaginé sa théorie de l'harmonie préétablie, qui établissait donc une correspondance entre les finalités de la nature, donc de Dieu, créateur, d'un côté, et puis évidemment le causalisme physique qui faisait que les choses sont produites à cause de leur cause et pas du tout à cause du but qui est poursuivi. Et lui, bon, il avait imaginé cette théorie de l'harmonie préétablie. Et il se moquait donc de ceux qui disaient non, non, les yeux n'ont pas été faits pour voir. Et il disait d'ailleurs, s'ils avaient étudié ma théorie de l'harmonie préétablie, eh bien, ils auraient compris que les yeux ont été faits pour voir. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, eh bien, en effet, bien que ce soit très difficile à imaginer au premier abord, eh bien, quand on étudie les mécanismes du développement, on s'aperçoit en effet qu'il existe des mécanismes physiques, chimiques, par lesquels eh bien, des réactions chimiques produisent des organes et que ces organes font ce qu'ils font, ce qu'on appelle en biologie la fonction. Mais la fonction biologique ne doit pas être comprise justement comme étant le but de l'organe. Autrefois, on disait « la fonction crée l'organe ». C'était un des grands slogans, en quelque sorte, de la biologie du 19e siècle. Eh bien, aujourd'hui, non. La fonction ne crée pas l'organe. L'organe produit la fonction. Il se trouve que l'organe produit la fonction. Autrement dit, il se trouve que des réactions chimiques ont produit des mécanismes, d'ailleurs, très différents les uns des autres, suivant les espèces. Les yeux ne sont pas fabriqués de la même façon dans toutes les espèces, mais ils sont sensibles à la lumière et ils produisent quelque chose qui ressemble à la vision, en tout cas à la nôtre. Voilà. Et bon, c'est un exemple. Le deuxième exemple, eh bien, je n'ai pas le temps de m'y étendre trop longtemps, mais il est intéressant parce que c'est celui d'un petit passage dans l'éthique qui apparaît comme une digression apparente et qui a été négligé par la plupart des commentateurs en y voyant ce qu'ils ont appelé une petite physique, c'est-à-dire une théorie physique qui serait en quelque sorte en compétition avec les autres théories physiques de l'époque. Il faut dire qu'il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait l'astronomie, mais bon, Descartes avait commencé aussi une optique. Il y avait d'autres physiciens qui avaient commencé aussi une optique. Et donc, ces commentateurs ont dit, bien, Spinoza, à son tour, a voulu aussi proposer une petite théorie physique. Alors en réalité, quand on lit cela, ben, on voit qu'il ne s'agit absolument pas de ça, que s'il s'agissait d'une physique, eh bien ce serait une physique qui n'aurait absolument aucun intérêt, écrite dans un vocabulaire complètement désuet, et qui ne pourrait même pas se comparer avec celle de Descartes, et encore moins évidemment avec la physique actuelle. Or, ben, il se trouve que ce passage-là n'est pas du tout une physique,
à la rigueur, on pourrait le considérer comme une proto-chimie, dans la mesure où à l'époque du XVIIe siècle, la physique et la chimie n'étaient pas encore séparées. Et en fait, on peut montrer, et cela a déjà été fait par un philosophe qui est connu pour d'autres travaux, qui est Hans Jonas, et qu'il ne s'agit pas d'une physique, mais qu'il s'agit d'une théorie de l'individu qui évoque en fait une ébauche de théorie de l'organisme en tant que système dynamique qui reste constant avec son métabolisme et ses échanges avec les corps extérieurs. Alors bon, je peux vous montrer par exemple un des lemmes. En effet, ce passage-là est lui-même constitué d'une série d'axiomes, de définitions. Non, pardon, une seule définition, c'est celle-ci, la définition donc d'axiomes et de lemmes, c'est-à-dire de sous-théorèmes en quelque sorte. Cette définition, qui est la seule donc de cet ensemble, eh bien, c'est la définition de l'individu, en effet. Donc, on vous la lit, quand un certain nombre de corps de même grandeur ou de grandeur différente sont pressés les uns par les autres, de telle sorte qu'ils s'appuient les uns sur les autres, ou bien s'ils sont en mouvement à la même vitesse ou à des vitesses différentes, qu'ils se communiquent les uns aux autres leurs mouvements selon un certain rapport précis, donc un rapport de mouvement et de repos sur lequel il reviendra très souvent, eh bien, ces corps, nous les dirons unis entre eux. Et nous dirons qu'ils composent tous ensemble un seul corps ou individu qui se distingue de tous les autres par cette union entre corps. Alors, à la suite de ça, évidemment, par exemple, voilà un lemme où il montre que si d'un corps, autrement dit d'un individu composé de plusieurs corps, certains corps se séparent et qu'en même temps d'autres corps de même nature et en nombre égal viennent prendre leur place, l'individu gardera sa nature d'avant sans changement de forme. Cette forme, après, c'est ce fameux rapport de mouvement et de repos qui revient régulièrement. Or là, eh bien, on ne peut pas ne pas voir quelque chose qui ressemble à ce qu'aujourd'hui nous appelons le métabolisme, où les constituants du corps sont remplacés au cours de l'existence par d'autres constituants, mais qui ont les mêmes propriétés, de telle sorte que la structure, comme on dit, et l'organisation, si vous voulez, de l'ensemble reste la même. Bon, alors je vais passer sur beaucoup d'autres. À la suite de ça, il en arrive évidemment à l'esprit humain. Et oui, alors ça, quand il applique cela au corps humain, évidemment là aussi, le corps humain, pour se conserver, a besoin d'un très grand nombre d'autres corps, donc de corps extérieurs, qui, pour ainsi dire, le régénèrent continuellement. Donc là aussi, si vous voulez, autrement dit, le corps humain, comme tous les corps vivants, est un corps ouvert, un corps composé et un système ouvert qui a besoin d'échanges avec l'extérieur. Et du coup, l'esprit humain aussi est apte à percevoir un très grand nombre de choses, et d'autant plus apte que son corps peut être disposé d'un plus grand nombre de manières. Et il en résulte quelque chose, évidemment, qui va être encore plus difficile à accepter par beaucoup de philosophes, mais pas par tous. Dans l'esprit, nulle volonté n'est absolue, autrement dit libre, mais l'esprit est déterminé à vouloir ceci ou cela par une cause, qui est elle aussi déterminée par une autre, et c'est celle-ci à son tour par une autre, et ainsi à l'infini. Bon, c'est une des expressions de ce qu'on a appelé le déterminisme absolu, si vous voulez, de Spinoza. Alors, bon, je crois qu'on va... Oui, en fait, cette digression qu'on a appelée, donc je vous l'ai dit, la petite physique, pour Spinoza lui-même, eh bien, n'avait pas d'autre but que d'introduire la suite. Pour lui, c'était le strict nécessaire pour comprendre la nature et l'origine de l'esprit ou du mental, étant donné les degrés de composition et de complexité des individus. C'était suffisant pour lui pour établir un principe très important donc pour la suite dans l'éthique, celui d'une proportionnalité. Proportionnalité des aptitudes de l'esprit aux aptitudes du corps auquel il est uni. Donc c'est ça qui est exprimé dans cette proposition et ça c'est un scoli, c'est-à-dire un commentaire de la proposition. Plus un corps l'emporte sur les autres par son aptitude à agir et pâtir de plus de manières à la fois, plus son esprit l'emporte sur les autres par son aptitude à percevoir plus de choses à la fois. Et plus les actions d'un corps dépendent de lui seul, et moins il y a de corps qui concourent avec lui pour agir,
plus son esprit est apte à comprendre de manière distincte. Alors là, évidemment, ça introduit déjà quelque chose qui se développera plus tard, qui est la différence entre percevoir et comprendre. C'est-à-dire... Et c'est par là donc, que nous pourrons connaître la supériorité d'un esprit sur les autres. C'est pour cela que j'ai pensé qu'il valait la peine d'expliquer et de démontrer tout cela avec plus de soin. Et pour ça, il est nécessaire de poser quelques prémices concernant la nature des corps. Bon, quand il dit la supériorité d'un esprit sur les autres, évidemment, il a, dans l'esprit, si j'ose dire, les différences évidentes, si vous voulez, entre, plutôt que dire l'esprit, il vaudrait mieux dire le mental, en traduisant littéralement le latin mince. Donc il a plutôt dans son mince à lui, dans son esprit, il pense plutôt à la différence entre, évidemment, l'esprit ou le mince, le mental, qui est uni à n'importe quel corps, y compris une pierre. Une pierre a aussi, alors on dirait un esprit. En réalité, ce n'est pas ça. Bon, il existe aussi uni à la pierre un élément mental, de la même façon un animal, et ainsi de suite, aussi un homme. Mais un mental peut être reconnu comme étant supérieur à un autre mental. Supérieur, ça veut dire étant composé d'un plus grand nombre d'idées qu'un autre, dans la mesure où le corps auquel il est uni est lui-même aussi composé d'un plus grand nombre de corps, quoi. On dit c'est ce principe de proportionnalité qui revient évidemment tout le temps. Et il se trouve que quoi qu'il en soit, ce que nous connaissons aujourd'hui du rôle de système physico-chimique auto-organisateur dans les propriétés des organismes permet d'avoir un nouveau regard donc, sur cette soi-disant petite physique. Et en particulier, en le comparant à l'animal-machine de Descartes, eh bien, on voit que la stabilité de l'individu n'est pas pour Spinoza, comme chez Descartes, entretenue par un feu intérieur, à la façon d'une source individualisée d'énergie, qui serait différente des propriétés mécaniques elles-mêmes de ses constituants. La loi d'organisation, donc, dans cette théorie de l'individu de Spinoza, c'est-à-dire ce fameux rapport de mouvement et de repos, ne résulte que de la façon dont les parties sont en contact les unes avec les autres. Et ce qui la maintient constante, cette loi, donc cette organisation, est produit par les activités des parties elles-mêmes. Voilà. Alors ceci, évidemment, lui permettait de concevoir, au moins en principe, la possibilité d'une nature qui s'organise elle-même, sans finalité, par un art mécanique. Et c'était évidemment cohérent avec le rejet catégorique du préjugé invétéré des causes finales. Et ce préjugé, il faut le remarquer, n'a pu être éliminé des sciences du vivant que tout récemment, grâce au succès justement de la physico-chimie biologique. Et la condamnation de ce préjugé, qui est en fait une projection anthropomorphique dans la nature de nos propres expériences de comportement finalisées, eh bien cette condamnation est d'autant plus précieuse que les croyances vitalistes en une intelligence créatrice et planificatrice à l'œuvre dans le vivant sont encore loin d'avoir disparu. Alors évidemment, je pense au dessin intelligent, si vous voulez, à la théorie, à l'intelligent design, qui est en compétition avec les théories de l'évolution, en imaginant que, ou en prétendant qu'on ne puisse pas imaginer que la nature et l'évolution des espèces en particulier aient pu se produire sans être dirigée et orientée par une intelligence, alors soit créatrice, soit autre. Et vous voyez que, eh bien, la philosophie de Spinoza peut nous aider quand même, en association avec les mécanismes connus aujourd'hui par la biologie physico-chimique, à surmonter ce préjugé. Alors, en fait, c'est sur le problème corps-esprit, évidemment, tel qu'il est renouvelé par les neurosciences cognitives, enracinées dans la biologie du cerveau, que l'actualité de la doctrine de l'éthique est probablement la plus évidente. Or, ce problème est un problème très ancien. Nous percevons les choses en nous-mêmes et à l'extérieur par deux voies différentes, celle du sensible et celle de l'intelligible.
autrement dit, pour faire vite, celle de la matière et celle de la pensée. Et sur ce point, Spinoza rompt radicalement avec le dualisme de Descartes qui lui posait deux substances différentes. Une substance dite étendue, donc se trouve la matière, et une substance pensante. Avec en plus, pour Descartes, le statut exceptionnel de l'homme en tant que seul sujet pensant dans la nature, et différent cela de tout le reste de la nature, y compris des animaux qui, comme vous le savez, pour Descartes, étaient considérés comme des machines, donc avec la fameuse théorie de l'animal-machine, dénuée de pensée. Au contraire, pour Spinoza, eh bien, la pensée n'est pas le propre de l'homme. Il y a de la pensée. Il y a de la pensée dans l'univers, de la même façon qu'il y a de la matière. Et notre corps est un morceau de la matière, et notre pensée est un morceau de la pensée. Alors en fait, bon, ce problème, du coup, évidemment, on en arrive à quoi j'ai fait allusion tout à l'heure, à savoir que s'il en est ainsi, donc il est possible de considérer qu'il y a donc de la pensée aussi, d'une certaine façon, dans ce qui n'est pas un homme. Et ce qui n'est pas un homme, ça peut être un animal, mais ça peut être une pierre, ça peut être un nuage, etc. Il y a une continuité dans tout ça. Et donc, évidemment, ceci a fait sauter au ciel, si on peut dire, beaucoup de commentateurs qui ont dit donc Spinoza est un panpsychique qui voit de la pensée partout, donc un encore pire qu'un panvitaliste qui voit de la vie partout. Or, ce n'est pas du tout ça. Comme vous voyez, je vais essayer de le montrer. Enfin, bon. En fait, ce problème des rapports entre la matière et la pensée, entre le corps et l'esprit, remonte au moins déjà à Platon et aux stoïciens, mais il a été renouvelé sans cesse par les progrès des sciences de la nature, justement. Et il y a un peu plus d'un siècle, ce problème a été renouvelé dans sa façon de le poser par la psychologie expérimentale et aussi par la psychanalyse. Eh bien, il est actuellement posé en termes nouveaux par les neurosciences cognitives. Alors, pour essayer de vous montrer ça autant que possible, eh bien, voilà, je vais partir de deux propositions qu'on trouve dans l'éthique et qui jouent, je crois, le rôle de deux propositions fondatrices. L'une est l'ordre et la connexion des idées est le même que l'ordre et la connexion des choses. Et puis, à un autre endroit, c'est exprimé en disant le même que l'ordre et la connexion des causes. Alors, ça, c'est cette proposition-là qui a été décrite et comprise comme un parallélisme entre justement la pensée et les choses, ce qui est une idée de Leibniz et pas du tout de Spinoza. Et puis la deuxième proposition fondatrice, eh bien, c'est le corps ne peut déterminer l'esprit à penser, ni l'esprit déterminer le corps au mouvement, ni au repos, ni à quelque chose d'autre, si ça existe. Alors le si ça existe peut être compris comme une remarque ironique ou tout simplement comme l'observation par Spinoza à l'époque qu'il ne prétendait pas connaître tous les états possibles du corps. Alors la première de ces propositions-là, donc l'ordre et la connexion des idées est le même que l'ordre et la connexion des choses, eh bien loin d'être l'expression d'un parallélisme, au contraire, pose de façon radicale l'union indissociable des idées et des choses. C'est-à-dire donc de ce que Descartes avait séparé en termes de substance pensante et substance étendue. Et il l'explique, Spinoza, dans le commentaire sur cette proposition, qui dit « La substance pensante et la substance étendue sont une seule et même substance qui se comprend tantôt sous l'un, tantôt sous l'autre attribut. De même aussi,
un mode de l'étendue, c'est-à-dire un corps, et l'idée de ce mode, son esprit, sont une seule et même chose, mais exprimées de deux manières. Et ceci aboutit à l'expression de ce qu'on peut appeler un nomisme anomique, sur lequel je vais revenir à la fin, qui constitue en fait une clé pour comprendre quelle est la nature de cette union du corps et de l'esprit chez Spinoza. Et où il dit donc, aussi longtemps qu'on considère les choses comme des modes du pensée, nous devons expliquer l'ordre de la nature tout entière, autrement dit l'enchaînement des causes, par le seul attribut de la pensée. Et en tant qu'on les considère comme des modes de l'étendue, l'ordre de la nature tout entière doit également s'expliquer par le seul attribut de l'étendue. Bon. Alors on va revenir à la fin, si vous voulez, sur cette clé qui permet, je crois, enfin, de lever pas mal de difficultés. Alors la deuxième proposition fondamentale va nous retenir peut-être un peu plus longtemps, dans la mesure où il s'agit donc là de ce que le corps ne peut déterminer l'esprit à penser, ni l'esprit déterminer le corps au mouvement, ni au repos, ni à quelque chose d'autre. Et ceci, évidemment, est tout à fait contre-intuitif, puisque spontanément, nous faisons l'expérience que, quand je décide de faire un mouvement avec mon bras, il me semble bien que c'est un état mental qui correspond à ma décision, qui est la cause du mouvement du corps. Et puis quand on étudie les mécanismes de l'activité du cerveau, il semble bien aussi que ce sont des états du corps, c'est-à-dire du cerveau, qui déterminent aussi différentes façons de penser. Et là, voilà que Spinoza nie catégoriquement toute possibilité de relation causale entre l'un et l'autre, ni dans un sens, ni dans l'autre. Ni un état du corps peut être la cause d'un état de l'esprit, ni un état de l'esprit peut être un état du corps. Alors, c'est un peu évidemment difficile à comprendre comme ça, et il faut essayer de pénétrer là-dedans. Alors, en fait, comme vous le voyez, cette proposition elle-même comporte deux moments, suivant que vous voyez la cause dans le cerveau ou la cause dans l'esprit. Alors, le premier moment, le corps ne peut déterminer l'esprit à penser. Ceci s'oppose apparemment, frontalement, aux découvertes des neurosciences cognitives actuelles, puisqu'on observe, ce qui est tout à fait nouveau et tout à fait extraordinaire, en effet, des corrélations entre des états cérébraux qui sont observés de façon objective à l'aide des machines, c'est-à-dire d'imagerie cérébrale, d'imagerie fonctionnelle, d'électroencéphalographie très sophistiquée, etc. Donc on observe des états d'activité du cerveau qui sont corrélés de façon assez précise avec des états mentaux subjectifs qui sont décrits par des sujets qui sont eux-mêmes objets d'expérience, dont on observe le cerveau en activité. Et évidemment, là, ces découvertes-là, on doit reconnaître qu'elles sont tout à fait extraordinaires, qu'en plus, elles ont certaines applications médicales qui ne sont pas à négliger, en découvrant différents états de conscience qui correspondent à différents états d'activité du cerveau, parce que le cerveau est toujours actif même quand il est inconscient ou quand nous sommes inconscients, mais de différentes façons. Des perceptions inconscientes qu'on découvre dans les activités cérébrales quand on étudie ce qu'on appelle des effets subliminaux. Et tout ceci, évidemment, pose la question d'interaction causale, c'est-à-dire la plupart des chercheurs qui s'occupent de ces questions-là, spontanément considèrent qu'en effet, les différents états d'activité du cerveau sont les causes des activités mentales rapportées par les sujets. Mais, en fait, ces observations-là posent quand même encore quelques questions au niveau de leurs interprétations. Alors, premièrement, il y a le problème des langages. C'est-à-dire que le phénomène cérébral est décrit à l'aide du langage de la physique et de la chimie, c'est-à-dire des activités électriques, des activités chimiques dans des circuits de neurones. Par contre, ce que le sujet exprime au sujet de son état mental, lui, il est exprimé évidemment dans le langage de tous les jours ou, dans certains cas, à la rigueur, dans un langage psychologique. Et ceci, si vous voulez, malgré ce problème de langage, contribue à entretenir
malgré tout, une espèce de nouveau réductionnisme physicaliste qui consiste à dire, bon, ben, finalement, eh bien, quand on aura fini d'explorer le cerveau, eh bien, nous aurons éliminé l'esprit. Et que tout ça va se réduire à des activités cérébrales. Comme on a encore du mal à entrevoir comment cela pourrait se faire, ne serait-ce qu'à cause de ce problème de langage, alors souvent, eh bien, on se laisse glisser vers un retour à un nouveau dualisme cartésien, en inventant, ça c'est le propre enfin, de toute une école de philosophie américaine qui a beaucoup investi pour étudier ce problème-là d'un point de vue logique, et en inventant des notions comme celle de survenance, qui est la traduction française de supervenience, ou bien d'émergence, et alors évidemment, qui consiste finalement à dire, bien, l'esprit émerge du cerveau. Ça veut dire il est différent, mais il émerge du cerveau. Alors qu'est-ce que veut dire cette émergence? Bon, c'est extrêmement compliqué, et en fait, il s'agit le plus souvent d'une description du phénomène, on le dénomme de cette façon-là, plutôt que d'une explication réelle de comment se produit cette émergence. Et en fait, très souvent, quand on lit un certain nombre de ces auteurs, qui sont des chercheurs en neurosciences, eh bien, tout se passe comme si c'était le cerveau tout entier qui prenait maintenant la place de la glande pinéale de Descartes. C'est-à-dire, vous savez que Descartes, lui, avait imaginé une interaction entre l'esprit, entre l'âme et le corps, comme il disait, lui, c'est encore mieux, entre eh bien, cette interaction se produisant dans la glande pinéale. La glande pinéale, qui est un petit morceau du cerveau qu'on appelle aujourd'hui l'épiphyse, qui est un des lieux connus aujourd'hui comme, entre autres, lieu de sécrétion de la mélatonine. Et bon, eh bien, pour Descartes, eh bien, ce petit morceau-là était l'endroit où les esprits animaux passaient dans un sens ou dans l'autre pour faire se réunir l'âme et le corps. Bon. Alors évidemment, d'ailleurs, c'est un passage tout à fait terrible dans la préface de la 5e partie de l'Éthique, où Spinoza se moque de son maître Descartes quand même, mais avec qui il a rompu, en disant « Mais comment est-ce qu'un esprit aussi brillant, etc., a pu imaginer une chose aussi absurde ?» Bon. Eh bien, bon, évidemment, plus personne aujourd'hui ne parle de la glande pinéale des esprits animaux, mais au début du 19e siècle quand même, eh bien, Cabanis disait « Le cerveau sécrète la pensée comme le foie sécrète la bile. » Et bon, alors évidemment, aujourd'hui, on ne peut plus dire ça non plus. Et c'est pour ça que ces notions-là sont présentées et discutées par ces écoles. Dans ces interprétations, aussi le rôle de l'information est important à souligner, mais c'est un rôle qui est utile, mais assez ambigu. Parce que si on a le temps, peut-être on en dira un mot après, dans la mesure où la notion d'information est utilisée avec des significations différentes, suivant qu'on parle de l'information transmise d'un circuit cérébral à un autre circuit cérébral, ou de l'information transmise entre des locuteurs qui comprennent la signification. Donc voilà pour ce premier moment de notre deuxième proposition fondatrice. Et voilà maintenant le deuxième moment. Alors le deuxième moment est encore plus choquant, si j'ose dire, parce qu'il nous dit ce que vraiment nous pensons être inconcevable. Comment est-ce que notre intention de faire un mouvement volontaire n'est pas la cause de l'exécution du mouvement? Alors en fait, c'est un problème qui divise encore jusqu'aujourd'hui, c'est le problème de l'intentionnalité des actions volontaires, qui divise encore aujourd'hui pas mal de philosophes. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est en fait vraiment un problème difficile. Et à ce propos, eh bien, s'opposent ce qu'on peut appeler des modèles mentalistes et des modèles non mentalistes. Les modèles mentalistes sont ceux qui disent ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire le sens commun, ce que nous pensons tous spontanément. C'est-à-dire qu'un état mental, une intention, est la cause d'un état du corps, un mouvement. Alors comment... Mais ceci pose un certain nombre de problèmes. Alors, un premier problème, c'est donc là l'existence évidente d'une cause finale, puisque c'est l'intention
eh bien, va se réaliser à la fin de l'action. Donc, c'est typiquement, si vous voulez, l'existence d'une cause finale. Et puis, évidemment, le deuxième problème, c'est que, de toute évidence, on suppose qu'il y a une relation causale donc, entre le corps et l'esprit. Alors donc, voilà comment, classiquement, ces problèmes-là, par les modèles mentalistes, sont résolus. Donc, alors, une action téléologique, c'est une action dirigée vers un but, qu'elle soit humaine ou pas humaine, éventuellement. Bon. Et dans une causalité mécanique, la cause, évidemment, précède l'effet, mais dans une action téléologique, la cause est réalisée après que l'action qui en découle a été accomplie, puisque la cause, c'est le but. Et le but n'est réalisé qu'à la fin. Alors, d'ailleurs, Spinoza lui-même, dans l'appendice de sa première partie, où il combat le préjugé des causes finales, dit, entre autres arguments, en plus, quand on suppose une cause finale, le temps est inversé. Ce qui est après est avant et ce qui est avant est après. Donc, ce problème d'inversion temporelle, habituellement, il est résolu par une image qui est celle de l'existence d'états mentaux intentionnels. C'est-à-dire il existerait des états mentaux qui sont particuliers, différents des autres états mentaux, en ce que ceux-là sont capables de produire des actions du corps. En fait, donc, comme on dit d'ailleurs dans un texte que certains d'entre vous peuvent reconnaître, dans le texte de Le Khadodi, pour ne pas le préciser, la fin de l'action est au commencement de la pensée. Sauf bon. Je ne veux pas dire que tous les chercheurs qui ont fait ces observations avaient déjà étudié ce texte, mais il semble absolument évident. Alors, deuxième problème, une intention, donc là, est posée comme étant la cause d'un mouvement du corps. À partir de là, eh bien, les intentions sont vues donc comme certaines sortes d'états mentaux conscients qui sont capables de causer des mouvements corporels chaque fois qu'une action intentionnelle est accomplie. Et on suppose alors qu'un état mental intentionnel précède l'action, et c'est comme ça que l'action téléologique redevient une action causale mécanique, donc sans avoir l'inversion temporelle dont on vient de parler. Et ce mécanisme-là est classiquement, dans la littérature, présenté sous la forme d'un syllogisme, qui est le suivant. Un agent A désire être dans l'état E, A sait ou croit que C est une cause de E, en conséquence, A produit C. Alors ce problème des états mentaux intentionnels, exposé par l'intermédiaire de ce syllogisme, évidemment, eh bien, il n'est pas résolu parce que cette description présuppose l'existence d'intentionnalité d'états mentaux pour expliquer l'intentionnalité. Et à nouveau, on retombe sur ce problème d'état mental cause d'un mouvement du corps, donc au cœur des difficultés classiques du problème corps-esprit. D'où l'existence de représentations non mentalistes d'action intentionnelle, où évidemment, là, on peut retrouver Spinoza. Alors, ces représentations non mentalistes, une des premières philosophes qui les proposait, et je crois Elisabeth Anscombe, qui a écrit en 1957 un livre séminal sur la question. Et contrairement à la prémisse du syllogisme démonstratif classique, c'est-à-dire le syllogisme classique de tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. À la place de cela, eh bien, elle propose de remplacer par un syllogisme pratique dans lequel elle observe que la première partie du syllogisme pratique qu'on vient de voir, c'est-à-dire un agent A désire être dans l'état E, cette première partie-là n'apporte pas une information nouvelle, parce qu'elle est déjà contenue implicitement dans la conclusion. C'est-à-dire que quand on dit « en conséquence A produit C », ça implique que A désirait C. Donc, le syllogisme est réduit à ces deux dernières parties. A sait ou croit que C est une cause de E. En conséquence, A produit C. Autrement dit, le désir disparaît ici. Mais comme on va le voir, il va revenir d'une autre façon, mais après coup. Alors, c'est dans
en suivant cette ligne donc, non mentaliste qu'avec un ancien étudiant, nous avons proposé un modèle d'émergence de buts dans un réseau de neurones. Bon, je ne vais pas rentrer dans la technique de ce modèle-là, si vous voulez, qui montre un mécanisme, enfin un modèle de mécanisme d'auto-organisation, c'est-à-dire de passage d'un état initial qui est inorganisé à un état final qui présente une certaine structure. Cette structure peut éventuellement avoir une activité, donc avoir ce qui correspondrait à une fonction. Et comment est-ce qu'un tel réseau pourrait être le lieu d'une création de but? Alors, c'est en transformant une séquence d'états. J'ai même avec moi peut-être quelque chose qui va nous faciliter la vie. Voilà. Comment est-ce que on peut observer ce qui correspond à une représentation d'autocréation d'un but? Eh bien, c'est la transformation d'une séquence d'états qui, elle, part d'un état C à un état E avec plusieurs étapes. Séquence d'états qui est purement déterministe, purement causale, donc il n'y a pas de cause finale ici. Mais cette séquence causale peut être, dans certaines conditions, comme on va le voir, reproduite comme procédure qui apparaît comme si c'était déclenché par la fin, par l'état final. Alors, bon, pour la petite histoire, le modèle que nous avons produit était censé ou prétendait représenter de façon ultra simplifiée un phénomène qu'on observe et qui n'est pas le propre de l'homme, justement, dans le fameux film 2001 de l'Odyssée de l'espace de Kubrick, que vous avez probablement peut-être vu déjà, dans lequel on voit un groupe de grands singes qui s'amusent avec des ossements. Et puis tout à coup, il y en a un qui, par hasard, donne un coup à un autre avec l'os qu'il manipule. Et à ce moment-là, on le voit après recommencer le même acte, mais cette fois-ci intentionnellement, si l'on peut dire, donc, pour donner un coup. Alors, nous avons prétendu présenter un modèle évidemment générique, c'est-à-dire qui montre logiquement comment une telle chose peut être possible, sans prétendre expliquer que c'est exactement ce qui se passe dans le cerveau du singe en question. Eh bien, ce qui se passe est peut-être réalisé par un couplage entre un réseau qui passe donc d'un état initial à un état final qui est, disons, plus intéressant. Alors là, après, il faudra discuter pour savoir sur quels critères que l'état initial. Et puis après, si à cela est associée une mémoire, et que cette mémoire garde en mémoire à la fois l'état final et l'état initial, il peut arriver que cet état final soit produit une autre fois à l'occasion d'un autre événement qui n'est pas nécessairement celui-là et qui conduit quand même au même état final, et ceci existe. Mais à ce moment-là, comme celui-là a été gardé en mémoire en même temps que l'état initial, eh bien tout ça recommence. Et cette fois-ci, la même séquence qui avait été produite une première fois est reproduite, mais cette fois-ci en ayant l'air d'être déterminée par son état final. Bon. Alors, ce modèle a un certain nombre de propriétés qu'il est intéressant de voir. Je crois que j'ai encore un quart d'heure, n'est-ce pas? Donc, ces propriétés, d'abord, c'est que ici, évidemment, contrairement au modèle mentaliste, l'intentionnalité est expliquée par l'étude des actions intentionnelles. C'est-à-dire, on ne pose pas d'abord l'intention, on étudie l'action intentionnelle. Et on observe que l'action et l'intention, ou on pose plus exactement que l'action et l'intention sont une seule et même chose. Bon, c'est cela que Elisabeth Anscombe avait, entre autres, développé dans... Alors, ceci a des implications. Une implication, c'est que s'il en est ainsi, ça veut dire que les intentions et les actions ne sont pas dissociées au départ. Et donc, le cours normal des choses, c'est l'exécution de l'action. Or, nous expérimentons tous qu'il arrive que nous ayons des intentions que nous ne réalisons pas. Donc, si une dissociation se produit entre l'intention et l'action, eh bien, ça veut dire qu'elle est l'effet, cette dissociation, d'un obstacle ou d'une inhibition, un échec au moment de l'exécution. Autre propriété,
il n'est pas nécessaire d'inventer des états mentaux intentionnels pour expliquer les comportements téléologiques. Et évidemment, ceci, alors avantage ou inconvénient, on va voir, ceci contraste avec nos expériences habituelles de libre décision de la volonté et de relations causales, donc, entre décision volontaire et action. Et on retombe donc dans notre discussion de cette fameuse proposition de Spinoza. Mais il faut remarquer, et ceci quand même est très important, que des études de neurophysiologie du mouvement volontaire apportent des arguments sérieux à cette conception des choses suivant laquelle la décision consciente ne serait pas la cause du mouvement volontaire. Alors de quoi il s'agit ? Il s'agit d'observations qui ont été faites sur l'état du cerveau ou l'activité du cerveau lorsque un individu effectue un mouvement volontaire en décidant, lui, du temps où il va faire son mouvement. Et par un montage expérimental tout à fait spécial effectué par Benjamin Libet dans les années 80 déjà, il réussissait à repérer exactement le moment où le sujet était conscient de prendre la décision, par exemple de bouger son bras, et ensuite l'activité dans le cerveau donc, qui correspond au moment où il prend la décision, l'autre activité dans le cerveau qui correspond à l'initiation du mouvement déjà dans le cerveau, et enfin, troisièmement, l'exécution du mouvement lui-même. Et alors, la surprise de tout le monde, la sienne d'abord, puis celle de tous ceux qui l'ont écouté et qui l'ont lu, puisqu'il a publié évidemment des articles très, très documentés là-dessus, il observait que la décision consciente, loin de précéder l'initiation du mouvement dans le cerveau, la suit d'à peu près 300 millisecondes. Alors on va dire que ce n'est pas beaucoup, mais ça veut dire quand même que c'est suffisant pour pouvoir affirmer que la décision consciente ne peut pas être la cause de l'initiation du mouvement. Alors c'est vrai qu'ensuite, entre l'initiation du mouvement dans le cerveau et l'exécution proprement dite du mouvement, il se passe encore un certain nombre de millisecondes, et que là, évidemment, l'exécution du mouvement suit la décision consciente. Mais il n'en reste pas moins que le commencement de l'exécution, l'initiation du mouvement, s'est effectué après la décision consciente. Et là aussi, il observe que le mouvement, ou il suppose plus exactement, que le mouvement n'est pas exécuté, justement, s'il existe ce qu'il appelle un veto, c'est-à-dire une inhibition, un arrêt du processus entre la décision et l'exécution. Donc après l'initiation, mais avant l'exécution du mouvement. Et donc il interprétait ça comme une espèce d'illusion temporelle, c'est-à-dire consciemment, alors même que dans notre cerveau, la décision a suivi l'initiation, consciemment, comme c'est quand même un petit intervalle, nous projetons vers l'arrière comme si notre décision consciente avait été effectivement la cause. Autrement dit, c'est une interprétation que nous faisons après coup de l'exécution de notre mouvement. Bon, alors, je me suis amusé à relever des citations de l'éthique qui correspondent presque littéralement avec des propriétés du modèle et de ses observations neurophysiologiques. Alors, par exemple, décider et savoir, dans notre modèle, sont deux aspects différents d'un même processus associé aux actions volontaires. Quand, évidemment, on utilise un tel modèle où les intentions sont décrites à partir des actions intentionnelles et non comme des états mentaux intentionnels qui seraient cause des actions. Alors on lit dans l'éthique de Spinoza cette affirmation qui semble ahurissante quand on la sort de son contexte, et quand on la remet dans son contexte, elle est un peu moins ahurissante, mais qui est quand même assez difficile à comprendre, mais qui, évidemment, finalement, est parfaitement cohérente. La volonté et l'intellect sont une seule et même chose. Alors qu'il nous semblerait que l'intellect est plutôt orienté vers le passé, puis la volonté vers le futur. Eh bien non, c'est une seule et même chose que nous interprétons d'une façon ou d'une autre. Autre exemple, l'action volontaire est déclenchée par un stimulus inconscient, donc dans le modèle qui suit Anscombe et tout ce qu'on a fait.
donc un stimulus inconscient, à savoir l'initiation de l'activité cérébrale, qui n'est pas causée par une décision consciente de l'esprit. Par contre, une observation consciente avec éventuellement une compréhension de notre action accompagne cette action, mais elle n'en est pas la cause. Et nous l'interprétons comme une décision de notre volonté qui détermine l'action, tout simplement parce que nous ne connaissons pas l'activité de notre cerveau. Et en particulier, nous ne connaissons pas les événements inconscients dans notre corps qui en sont les causes réelles. Alors on lit dans l'éthique eh bien, quelque chose qui est presque mot pour mot avec cela, toute chose qui montre assurément clairement que tant le décret que l'appétit de l'esprit et la détermination du corps vont de pair par nature, ou plutôt sont une seule et même chose, que nous appelons décret quand on la considère sous l'attribut de la pensée et qu'elle s'explique par lui, et que nous appelons détermination quand on la considère sous l'attribut de l'étendue et qu'elle se déduit des lois du mouvement et du repos. Autrement dit, donc, décret de l'esprit et détermination du corps, c'est une seule et même chose, exprimée de façon différente. Alors de même, comme on a vu, il existe un certain délai entre le déclenchement de l'action et la conscience que nous en avons, d'après les expériences de Libet, qui ont été, il faut le dire quand même, reproduites plusieurs fois depuis cette époque. Au début, quand il a publié ses résultats, il a été contesté par tout le monde. Il a été contesté par d'abord un certain nombre de neuroscientifiques qui disaient que ses observations étaient mauvaises, qu'il avait fait c'était des artefacts, etc. Mais comme ça a été reproduit plusieurs fois, alors après, il a été contesté évidemment beaucoup par les philosophes qui lui reprochaient de nier de ce fait la réalité du libre arbitre, si la décision consciente n'est pas la cause de l'action. Et lui, au début, eh bien, ne répondait à rien à cela, en disant que pour lui, le problème du libre arbitre n'était pas son problème, et qu'il avait observé ce qu'il avait observé, qu'il fallait se débrouiller avec ça. Puis après, alors, il a inventé cette histoire de veto qui permet à certains de sauver le libre arbitre en disant c'est au moment du veto qui empêche l'exécution de l'action que peut-être le libre arbitre s'exerce. Sauf qu'on peut faire remonter l'argument en amont en disant oui, mais le veto lui-même est peut-être le résultat d'une activité inconsciente, etc. Bon. Mais quoi qu'il en soit, donc, eh bien, il y a quand même un certain délai. Un délai inversé, évidemment, pas celui auquel on s'attend. Il y a les fameuses 300 millisecondes, d'ailleurs, qui ont été non seulement reproduites par des expériences ultérieures à l'aide d'autres techniques, d'imagerie cérébrale notamment, mais aussi certaines expériences plus raffinées ont montré que dans certains cas, le délai peut être plus long entre le moment de la décision consciente et l'initiation du... Donc il y a un certain délai. Et là, on pourrait dire, mais alors, puisque c'est la même chose, à quoi sert ce délai? Pourquoi est-ce que ça n'est pas en même temps? Eh bien, tout simplement parce que, justement, pour que ce qui se passe dans le cerveau arrive à la conscience, il faut un certain délai. Et donc, pour que nous puissions interpréter ce qui se passe comme étant le fait de notre décision consciente, alors même qu'on ne sait pas, évidemment, la séquence d'événements qui se passent, il y a un certain délai. Autrement dit, la mémoire joue un rôle inévitable dans le mécanisme en question. Et bien voilà, on lit dans l'éthique qu'il n'est rien que nous puissions faire par décret de l'esprit, à moins de nous en souvenir. Et là, vous voyez comment tout à coup, le décret de l'esprit qui a l'air d'être dirigé vers l'avenir, en réalité, est le résultat d'une remémoration du passé, d'où la volonté et l'intellect sont une seule et même chose. Alors maintenant, bon, le désir dans le syllogisme pratique, comme vous l'avez vu, il a l'air d'avoir disparu, puisque en réalité, ce désir-là, il n'est rien d'autre dans le modèle en question d'action intentionnelle que ce qu'on peut appeler une pulsion ou un appétit inconscient accompagné par la conscience, c'est-à-dire la remémoration du but vers lequel il est dirigé. Alors on lit évidemment dans l'éthique, entre l'appétit et le désir, il n'y a pas de différence, sinon que le désir se rapporte généralement aux hommes en tant qu'ils sont conscients de leurs appétits. Et c'est pourquoi on peut le définir ainsi, le désir et l'appétit avec la conscience de l'appétit. Il ressort donc de tout cela que quand nous nous efforçons à une chose, quand nous la voulons ou aspirons à elle,
ou la désirons, ce n'est jamais parce que nous jugeons qu'elle est bonne. Mais au contraire, si nous jugeons qu'une chose est bonne, c'est précisément parce que nous nous y efforçons, nous la voulons, ou aspirons à elle, ou la désirons. Bon. Alors ça aussi, bon, ça a choqué un certain nombre de personnes qui ne peuvent pas imaginer de vie morale en dehors d'un libre arbitre, du décret libre de la volonté, quoi. Bon, alors, l'inconvénient de tout ça, c'est que, évidemment, ça contredit le sens commun au sujet des libres choix de la volonté. L'avantage, c'est les actions intentionnelles sont expliquées sans faire appel à des propriétés causales cachées d'états mentaux. Et on lit donc dans l'éthique, les hommes se croient libres pour la seule raison qu'ils sont conscients de leurs actions et ignorants des causes par quoi elles sont déterminées. Et en outre, les décrets de l'esprit ne sont rien d'autre que les appétits eux-mêmes et pour cette raison varient en fonction de l'état du corps. Il faut nécessairement accorder que ce décret de l'esprit qu'on croit libre ne se distingue pas de l'imagination ou mémoire elle-même. Et par suite, ces décrets de l'esprit naissent dans l'esprit avec la même nécessité que les idées des choses existantes en acte. Ceux donc qui croient qu'ils parlent ou se taisent, comme nous faisons actuellement, ou font quoi que ce soit, par un libre décret de l'esprit, rêvent les yeux ouverts. Alors, cette expression de rêver les yeux ouverts revient assez souvent sous la plume de Spinoza, mais elle est en fait extrêmement intéressante à creuser. Bon, c'est ce que j'ai essayé de faire un petit peu, mais bon, là, on n'aurait pas le temps d'entrer là-dedans maintenant. Alors, bon, tout cela, évidemment, suppose qu'on admette cette vision, cette conception de l'union du corps et de l'esprit telle que la présente et la développe tout au long de son traité, Spinoza. Et pour peut-être essayer de mieux la comprendre, on peut faire appel à une interprétation qu'on doit à un philosophe américain qui s'appelle Hilary Putnam. Grâce à quoi, eh bien, on peut comprendre que l'intuition de ce monisme par Spinoza, malgré les difficultés liées au caractère contre-intuitif de son rejet donc des causalités psychophysiques dans un sens ou dans l'autre, avec évidemment aussi la négation du libre arbitre qui s'ensuit, eh bien, permet d'éviter l'écueil des deux réductionnismes dont j'ai parlé en commençant, en même temps d'ailleurs que les obscurités interactionnistes du dualisme cartésien. Eh bien, la notion d'identité synthétique peut aider à surmonter ces difficultés et permet en outre de concevoir la nature des corrélations observées entre activité mentale et cérébrale. Bon, j'ai passé assez vite, mais quand même, c'est intéressant de voir quelle est l'idée qu'il y a derrière cette notion-là. Putnam observe qu'il existe des grandeurs physiques qui sont exprimées par des expressions qui désignent la même propriété, mais qui ne sont pas synonymes. Et donc, cette identité, évidemment, n'est pas analytique au sens où les deux expressions ne sont pas synonymes, donc ça veut dire ne peuvent pas être remplacées l'une par l'autre dans des phrases, dans des énoncés, dans des discours, sans changer leur signification. Au contraire, donc, il existe de telles propriétés qui sont synthétiques, en ce sens que, eh bien, elles désignent quand même une même grandeur physique. Et il donne l'exemple de la température, donc, qui peut être exprimée, la température d'un gaz, soit en mesurant avec un thermomètre, soit en calculant l'énergie cinétique moyenne de l'agitation des molécules. Et ces deux propriétés-là, évidemment, désignent la même grandeur, mais exprimées de deux façons différentes. Voilà. Et donc, lui-même, il dit ce que le physicien entend par grandeur physique est quelque chose de différent de ce que les philosophes appellent un prédicat ou un concept. Et en conséquence, s'il existe une chose telle que l'identité synthétique de propriété, pourquoi
ne serait-il pas possible que la propriété d'être dans un certain état cérébral soit la même propriété que celle d'avoir la sensation d'un certain caractère qualitatif, et il ajoute lui-même tout à fait dans la ligne de la pensée de Spinoza, même s'il ne s'agit pas là d'une vérité conceptuelle, même si en fait cela semble a priori faux aux yeux de beaucoup. Alors, autrement dit, bien que cela contredise a priori une approche philosophique analytique classique, rien ne nous empêche d'admettre qu'une telle identité synthétique puisse exister entre des états mentaux et des états cérébraux, identité telle que nous ne sommes pas capables de la décrire dans un énoncé unique. Et nous avons besoin donc de deux langages différents pour l'exprimer. Un état cérébral peut être identique à un état mental, ainsi qu'à la sensation d'un certain état mental, même qualitatif, bien que nous ayons besoin d'expressions non synonymes pour décrire cette sensation, l'état mental et l'état cérébral. Et c'est bien en effet, donc, tout à fait dans la ligne de pensée de Spinoza, tel qu'un mode de l'étendue et l'idée de ce mode et le même mode de la pensée sont une seule et même chose, mais exprimées de deux manières, comme toujours. Alors, donc, on voit que pour Spinoza, la réalité d'interaction causale entre états mentaux et corporels, donc ce qui est nié justement par notre deuxième proposition, eh bien, elle est niée, cette réalité d'interaction causale, du fait même de l'identité entre les états mentaux et corporels. C'est parce que c'est la même chose qu'il ne peut pas y avoir de relation causale entre eux. Donc l'une ne peut pas être la cause de l'autre. Et des expressions différentes, non synonymes, sont utilisées pour décrire les états mentaux, c'est-à-dire donc les modes de la pensée, comme il dit, et les états corporels, c'est-à-dire les modes de l'étendue. Et aussi pour les expliquer par l'enchaînement de causes et d'effets qui les déterminent les uns les autres. D'où l'ordre de la connexion des choses est le même que l'ordre de la connexion des idées, etc. Mais il n'existe pas de règle de traduction entre ces deux façons de s'exprimer. Eh bien, c'est dans ce sens que, sous l'influence des philosophies du langage, nous pouvons qualifier la philosophie de Spinoza de monisme anomique, en ce que l'unicité de la substance avec l'identité du matériel et du mental qui s'ensuit est exprimée de deux manières, de façon telle que nous la décrivons et l'exprimons à notre tour dans des langages différents. Le monisme est dit anomique parce qu'il n'y a pas de règle de traduction univoque pour passer de l'un à l'autre. Alors, vous voyez que si on lit ce que je crois être une clé de compréhension, suivant que nous considérons les choses, ou aussi longtemps qu'on considère les choses comme des modes du pensée, donc suivant que nous considérons les choses comme des modes du pensée ou des modes de l'étendue, eh bien, nous devons expliquer l'ordre de la nature tout entière, autrement dit l'enchaînement des causes, par le seul attribut de la pensée. Autrement dit, nous devons être des purs idéalistes. Mais si on considère les choses maintenant sous l'attribut de l'étendue, eh bien, nous devons expliquer l'ordre de la nature tout entière par le seul attribut de l'étendue. Autrement dit, nous devons être complètement matérialistes. Alors évidemment, il n'est pas question pour le moment, et probablement dans un avenir assez lointain, si on peut dire, d'expliquer l'ordre de la nature tout entière. Mais nous tentons d'expliquer ce que nous pouvons, et ce monisme-là a l'avantage énorme de ne poser aucune limite aux possibilités d'explication donc, de la nature, qu'il s'agisse de la nature matérielle ou de la nature pensée, en sachant que nous pouvons utiliser tantôt un langage, tantôt à l'autre, et que c'est tout ce que nous pouvons tenter de faire au fur et à mesure de nos tentatives. Mais ces tentatives peuvent évoluer dans la mesure où, sous l'effet justement de découvertes nouvelles, eh bien, nous arrivons
à développer les langages et de l'un et de l'autre. Autrement dit, les observations d'états cérébraux actuels par les neurosciences et celles des états mentaux provenant de la psychologie expérimentale ou bien de la clinique médicale sont décrites à l'aide de leurs langages respectifs, celui de la biophysique des interactions neuronales pour les unes et un langage vernaculaire ou psychologique pour les autres. Bon, alors on pourrait objecter qu'un élément nouveau est apparu dans la science du XXe siècle, justement, à savoir la notion physico-mathématique d'information qui pourrait servir de passerelle, si vous voulez, entre les deux langages. Bon, il s'agit là d'une tentative qui a un intérêt heuristique indéniable, mais qui bénéficie, si on peut dire, d'une confusion sur laquelle maintenant je n'ai pas le temps de m'étendre beaucoup, mais enfin une confusion entre l'information mesurée par la théorie de l'information, par exemple à un certain nombre de bits, qui ne disent absolument rien de la signification de l'information. Et puis l'information transmise dans les communications interhumaines, qui implique des locuteurs qui comprennent la signification de l'information. Ben là, on a un petit peu une confusion entre ce qui se passe entre l'information transmise par un endroit du cerveau avec un autre endroit du cerveau, par exemple, d'une part, et puis l'information transmise dans le langage de tous les jours. Bon. Alors, si, pour terminer, on se pose la question des applications médicales, si vous voulez, des interprétations philosophiques des neurosciences cognitives et du programme de naturalisation de l'esprit, eh bien, on s'aperçoit que ces applications médicales, associées à celles, par ailleurs, de l'endocrinologie, de l'immunologie, de la médecine somatique, puisque malgré tout, il se trouve que le cerveau, même si on voulait le considérer comme une grosse glande pinéale, n'est pas le seul élément du corps, et qu'il est lui-même déterminé par des interactions avec tous les autres organes. Eh bien donc, toutes ces techniques médicales témoignent aussi bien en faveur de relations causales du corps sur l'esprit, ce qui est évident quand on donne un médicament, par exemple, et qu'il est actif, que de l'esprit sur le corps. Quand on fait appel à des techniques de psychothérapie ou de méditation ou de l'effet placebo aussi, qui est un exemple qui plaide en faveur d'une action causale de l'esprit sur le corps. Et donc, par là, on peut présenter des arguments aussi bien pour un dualisme ou bien pour une réduction soit matérialiste, soit idéaliste. Et le monisme anomique élimine le problème métaphysique en le déplaçant sur une question de langage explicatif différent, sans règle de traduction. Et quand on envisage les effets thérapeutiques comme des effets de l'environnement, eh bien, on est obligé de constater qu'il semble agir soit sur le corps, soit sur l'esprit. Mais en fait, ils agissent de l'extérieur. Et ceci nous permet de comprendre qu'ils agissent en fait simultanément de l'extérieur sur l'entité corps-esprit à la fois. Même si l'entrée, la voie d'entrée, si l'on peut dire, de l'effet se trouve être apparemment d'abord le corps, un médicament ou quelque chose qui survient au corps, qui a un effet après sur l'esprit, ou bien dans l'autre direction, eh bien, un effet sur un état mental produit par l'effet placebo, par exemple, ou par une méditation, etc., qui a un effet sur l'état du corps. Eh bien, en réalité, cette succession-là, temporelle, est elle aussi illusoire, et pour s'en rendre compte, il suffit de faire appel à une image très simple qui a été proposée par un grand commentateur de Spinoza, qui s'appelle Pierre Macheret, qui est l'exemple de la pièce de monnaie. Supposons que je veuille faire un trou dans une pièce de monnaie avec un poinçon. Je peux faire ce trou soit en présentant au poinçon la face, le côté face ou le côté pile. Alors si je commence par le côté face par exemple, eh bien bon, je ferai le trou par le côté face et puis il va continuer, il va faire le trou du côté pile. La cause de tout ça, c'est évidemment le poinçon.
Et je ne dirai jamais que c'est l'état, que c'est le trou dans le côté face qui est la cause du trou dans le côté pile. Et de la même façon, si je mettais le poinçon du côté pile, ben ce serait la même chose. Et je ne dirais pas que c'est le côté pile qui est la cause du côté face. Eh bien voilà, c'est exactement ce qui se passe avec quand on essaye d'appliquer, si vous voulez, ce monisme spinoziste aux applications médicales. Ben, je vous remercie pour votre attention.